J'ai été pris dans un réseau de trafic sexuel d'enfants à l'âge de 13 ans. Je me suis rendue au policier, on m'a mis dans un centre jeunesse fermé. Je me suis sentie comme une criminelle. On m'a traitée comme une criminelle. J'ai subi des abus par rapport aux interventions qui n'étaient pas adéquats. J'ai été isolée 30 jours consécutifs. J'ai pas reçu l'assistance que j'avais besoin à ce moment-là pour justement là, libérer la parole et entamer une guérison finalement. Et puis par la suite, quand je suis sortie du centre jeunesse, il y a un intervenant qui m'a contacté. Il m'apportait dans les chambres d'hôtel, il m'a drogué. Des drogues dures. Ça a duré 1 an. Et puis, par la suite, j'ai voulu dénoncer. J'étais complètement démunie. J'ai fait une tentative de suicide. J'ai voulu dénoncer, mais il n'a pas perdu son emploi. J'imagine qu'on ne m'a pas cru. J'étais en fugue. J'étais un peu... je cherchais à me cacher. Fait qu'on m'a pris comme sur son aile, mais en même temps, je me sentais protégée, mais je ne l'étais pas du tout. Là. Dans le fond, ils me vendaient. Là. J'avais des fausses cartes. On voulait me vendre en Guadeloupe. J'avais un faux passeport. On me vendait ça comme quoi que c'était un beau voyage, que j'allais avoir du fun, mais j'ai compris à ce moment-là que je ne reviendrai jamais de là. J'ai été prise sur l'aile de la DPJ. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait de procédure au tribunal? Pourquoi que je n'ai pas été conscientisée au trafic sexuel? Pourquoi c'est 25 ans plus tard que ça remonte à ma mémoire et que ça m'éclate au visage? Je ne comprends pas. J'aimerais ça les avoir, les réponses. Et puis on m'empêche d'avoir accès à mon information. On détruit mon dossier de la DPJ et on dit, oh non, on le détruit après 5 ans parce que c'est pour protéger l'enfant. Non, je m'excuse. C'est pour protéger les criminels qui commettent ces actes-là parce qu'il n'y a aucune... Je ne sais pas c'est où qu'on protège l'enfant en détruisant des preuves comme ça. Bonsoir, Mylène. Bonsoir. Tu as assisté à cette... Dans un premier temps, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous ce soir sur le plateau de Théovox Actualité. Tu as accepté, dimanche, de faire partie de cette conférence qui avait lieu à Boucherville sur la pédocriminalité. Pourquoi avoir participé à cette conférence? Pour mettre en lumière un peu, premièrement pour libérer la parole, mais pour mettre en lumière qu'on a vraiment un problème au niveau du trafic sexuel ici au Québec, au niveau des enfants. Ça se passe encore aujourd'hui, puis on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. On dirait que, j'entends des policiers à la radio dire « on fait telle affaire », mais ça continue tout le temps, t'sais. À un moment donné, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on trouve des vraies solutions pour enrayer ce fléau-là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole pour vraiment exposer là, les enjeux. Ça ne doit pas être évident de prendre la parole devant une audience comme ça, majoritairement des inconnus. Puis on se livre, puis on raconte notre vie, ce qu'on a vécu. Comment tu t'es senti quand tu as parlé de ton expérience? Est-ce qu'on a peur du jugement? Est-ce qu'on a peur des critiques ou de ce que les gens pourraient penser de nous? C'est plus la honte, une honte qui... Comment je pourrais dire? Quand que je parle de cette histoire-là, je me ramène à l'âge de 13 ans. Ça me ramène dans le même état d'esprit, puis il y a beaucoup de honte. Il y a beaucoup de... C'est ça, c'est la honte, je pense, qui ressort beaucoup de tout ça. Puis c'est pour justement sortir de la honte. Il est temps que la honte, elle change de camp. À un moment donné, à 13 ans, tu ne peux pas être conscient de tous ces enjeux-là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Fait que c'est vraiment des années plus tard que j'ai réalisé que finalement, c'était pas moi le problème. Oui, c'est ça. Tu étais très active il y a quelque temps sur les médias sociaux. Et soudainement, tu as disparu. Je me souviens même je pense, il y a quelques mois, je t'avais même téléphoné pour que tu puisses venir ici puis participer à une de nos émissions. Puis tu me dis, non, tu refusais toutes les demandes que tu recevais. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis à quoi c'est attribuable ce silence soudain? Oui. En fait, j'ai eu une ordonnance du tribunal de ne plus sortir publiquement. On cherche à me faire taire.
Je subis des menaces de la part des tribunaux. Et je me pose vraiment des questions. Dans le fond, dans mon dossier, là, j'ai finalement réussi à avoir un avocat. Et il est mort subitement avant même d'avoir pu plaider. On m'a... dans le fond, mon dossier a été saisi à l'avocat qui est décédé. Puis là, le barreau, il a perdu mon dossier. Il a été échappé dans une craque de divan quelque part. Fait que là, moi, j'aimerais bien ça avoir mon dossier. Ouais. Fait que là, ben c'est ça. J'ai pas de dossier, là. Malgré mes demandes, là, on me dit qu'il a été perdu, là. Wow. Ouais. Comment on se retrouve comme enfant? Parce qu'à 13 ans, même si on est dans l'adolescence, on d'abord pour moi qu'on est quand même un enfant, à faire partie d'un réseau de trafic sexuel. C'est une bonne question. C'est une question que je me pose depuis le début du retour de ma mémoire, finalement, de la sortie de mon amnésie traumatique. Qu'est-ce qui pousse un enfant de 13 ans à fuguer? Moi, dans le fond, ma mémoire est revenue alors que mes enfants avaient ça 12 ans, 12-13 ans. Puis là, quand j'ai vu mes enfants à cet âge-là, j'ai réalisé à quel point que c'était des enfants fragiles, à quel point que l'innocence était sacrée, puis à quel point que c'était impossible qu'un enfant de 13 ans, là, tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire, là? Ouais. Fait que c'est une bonne question. C'est des réponses que j'ai pas encore parce que j'ai des amnésies traumatiques. Ouais. Mais à force d'en parler, de libérer la parole, il y a des choses qui remontent. Ouais. Je suis en train de mettre en place, accompagnée de gens bienveillants, tout ce qu'il faut pour écrire mon livre, finalement. Ouais. Là. Tous les éléments, ils vont être nommés là, à ce moment-là. C'est génial. Ça a été quoi le contexte familial dans lequel tu as grandi? Parce oui, tu es une survivante du trafic sexuel d'enfants. Oui, tu as fait un passage à la DPJ, mais c'est quoi tes souvenirs? Dans quel contexte familial Mylène Hébert, elle a grandi? Oui, moi, je viens d'une famille, mon père était un évêque mormon. OK. Mes parents se sont divorcés. Ma mère, elle a disparu. Elle s'est fait enlever la garde. Finalement, on était sur l'aile de mon père. À l'âge de 2 ans et demi, j'ai eu une opération à cœur ouvert à Sainte-Justine. Ma vie est répertoriée dans plusieurs dossiers, dont Sainte-Justine, dont le dossier DPJ. Dossier mormon. Dossier mormon. Fait que moi, dans le fond, quand l'amnésie a commencé à me donner des mémoires, tu sais, quand mon amnésie a commencé à partir, j'ai décidé de faire des recherches, là, de faire venir mes dossiers. On m'empêche d'avoir accès à des informations. Même mon dossier de Sainte-Justine, il y a des parties que je n'ai pas accès, qu'on me dit que c'est confidentiel. J'aimerais savoir pourquoi. Ça peut être confidentiel quand le dossier nous appartient. Surtout un dossier d'enfant. Ouais. Je veux dire, dossier d'enfant, là, c'est quand même particulier. Je comprends, on veut protéger les enfants, mais c'est des informations qui sont importantes. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce que selon toi, il y a encore... Tu as répondu un peu à la question ultérieurement. Y a-t-il encore un réseau de trafic sexuel d'enfants au Québec? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et je crois sincèrement que la DPJ est complice. Ouais. Sincèrement, c'est la DPJ complice et même... Est-ce que la DPJ est la seule complice ou il y a d'autres organes, d'acteurs importants qui seraient dans ce trafic-là? Bien, écoute, on vit dans un monde de pédocratie. Ouais. Où est-ce qu'il y a des gens qui sont pédophiles et qui ont des postes au pouvoir. Ils se protègent entre eux. Il faut comprendre qu'ils ont des pouvoirs, ils ont tous les pouvoirs. Là. Ils ont les pouvoirs monétaires, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs politiques. Je dis pas que c'est tous des pédophiles, là. C'est pas ça que je dis. Là. Sauf qu'il y en a, ils ont des pouvoirs clés. Ils verrouillent tous les systèmes, là. Parce qu'ils se protègent entre eux. Fait que c'est extrêmement difficile de se défendre contre une pédocratie qui est vraiment bien ancrée dans notre société. On ferme les yeux, on dit non, c'est juste on pointe du doigt là, les gangs de rue. On dit ça va être les gangs de rue, ça va être les motards. Mais c'est quand qu'on va aller voir les hauts placés. Ils sont protégés, ils se protègent entre eux.
les bandits à cravate, tu sais. Fait qu'à un moment donné, moi, c'est ça que je veux exposer aussi, parce que c'est la tête du serpent, là, qu'il faut aller couper à un moment donné, là. Tout à fait. Qu'est-ce que représente ce réseau de trafic sexuel d'enfants à l'échelle mondiale? C'est-tu aussi important qu'on pense que ce l'est? Bien, en fait, le réseau de trafic sexuel, le réseau de trafic d'enfants, c'est le deuxième plus important réseau au monde. C'est le deuxième réseau le plus lucratif après le trafic de drogue. Fait que ça peut donner une idée là, de l'ampleur. En France, c'est 1 enfant sur 5 qui est victime d'un pédocriminel. Est-ce que tu penses qu'on dit qu'on a perdu ton dossier justement afin de protéger peut-être des âmes malveillantes qui auraient été impliquées dans ton trafic à toi? C'est parce que, ça, je veux dire, des coïncidences, ça peut arriver 1 fois, 2 fois, là, 3 fois, 4 fois. Là, à un moment donné, je commence à me poser des questions. Pourquoi qu'on essaie de me faire taire à ce point? Puis là, il y a des choses, je tiens à dire qu'il y a des choses que je peux pas dire ici, là, parce que j'ai les 2 mains liées, j'ai une épée Damoclès au-dessus de ma tête, parce que justement, il y a des choses qu'il faut pas que ça sorte, là. Mais à un moment donné, ça va sortir. Il va falloir que ces choses-là soient exposées, parce que c'est trop important. Comment on traite les victimes, Mylène, lorsqu'ils ou elles sortent publiquement et livrent leur témoignage par rapport à leur vécu en lien avec le trafic sexuel? Bien, premièrement... Tu as eu une expérience, notamment, toi, quand tu as passé à Martineau. Bien, premièrement, c'est nouveau qu'on va voir des victimes sortir à visage découvert. Avant ça, c'était toujours caché. Là, ça prend du courage pour sortir à visage découvert. On met nos tripes à la table. On se fait ramasser, pas juste par Richard Martineau, là, c'est par tous les intervenants. Moi, j'ai eu minimum 100 d'intervenants depuis que j'ai commencé à parler. Il y a 0 accusation qui a été faite aux criminels encore. Je trouve ça quand même incroyable. C'est pas que j'ai pas voulu parler, mais quand on se fait fermer la boîte... Est-ce qu'on met la parole des victimes en doute? On met la parole des victimes en doute, oui, effectivement. On ne nous croit pas. Puis aussi, c'est tellement gros que je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui font, OK, elle exagère peut-être, mais non. Tu sais, à un moment donné, il faut y aller, là. Il faut aller en profondeur. Il faut aller fouiller où est-ce qu'on nous dit de ne pas aller fouiller. Puis à un moment donné, il faut donner le bénéfice du doute aux victimes. Moi, je peux comprendre qu'il y a de fausses accusations. Ça, je peux le comprendre. C'est rare. C'est extrêmement rare. La majorité des victimes, là, ils sortiront pas. Ça donne quoi? Tu gagnes quoi? Tu n'as rien à gagner. Moi, je pense qu'il faut protéger la parole des victimes, apporter un soutien, un environnement sain et accueillant pour pouvoir libérer la parole et leur offrir justement là, la possibilité de livrer un témoignage sans se braquer tout le temps, être attaqué par les juges, les avocats. Tu es mis face à ton agresseur. Imaginez un enfant qui est mis face à son agresseur, puis là, il se fait rentrer dedans par les avocats. Là. C'est quand même, c'est de la cruauté mentale. Dans votre conférence, dans la conférence dans laquelle tu as participé, j'ai beaucoup aimé ce que M. Moret a dit de Radio X. Il disait que le cœur de l'agression, c'est de ne pas être cru. C'est comme une double victimisation. Et j'ai aimé aussi une intervenante qui disait que ce sont 7% des agressions sexuelles qui seraient rapportées par les victimes. Le premier élément pour lequel les gens ne rapportent pas leur agression, c'est qu'ils ont peur de ne pas être crus. Et cette peur est nourrie par la façon dont sont traitées les victimes. Oui, quand même majeur. Oui, puis ça crée des traumatismes. Quand tu veux parler, c'est déjà traumatisant de devoir le dire une fois. Mais quand tu le dis 2 fois et on ne te croit pas, après ça, là, c'est fini. Là. La victime, elle n'en parlera plus jamais. Là. Ça s'éteint, mais elle va vivre toute sa vie avec les effets de traumatisme. Là. Fait que, tu sais, puis je veux dire... Là, à un moment donné, il va falloir choisir son camp. Est-ce qu'on protège les pédocriminels ou on protège les victimes? Parce qu'il y a comme 2 camps, là. Il va falloir vraiment qu'on se mette à protéger les victimes là, à tout prix, là. Est-ce que, selon toi, la propagande sur la théorie
et l'identité de genre poussée et enseignée dans nos écoles primaires et secondaires du Québec, je dirais même du Canada, puis je dirais même que c'est mondial, ce programme-là, serait de la pédocriminalité. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un programme qui vise à l'hypersexualisation des enfants. Dans les écoles, on leur montre des films pornographiques, on les expose à de la pornographie, on les expose à des informations qui ne les concernent pas à leur âge, avec une réalité qui est complètement difformée de ce que devrait être la sexualité puis les relations humaines. Moi, je trouve que c'est une tragédie parce que ça va avoir des impacts à long terme là, sur notre société. Là. Est-ce que les parents sont conscients? Bien, c'est ça le problème, c'est que les parents ne sont pas conscients. La vie, elle va vite, tout va vite. Les parents ne prennent pas le temps de s'asseoir et de lire les traités d'OMS. Puis je comprends, là, c'est des gros documents, mais à un moment donné, il va falloir aller chercher les parents pour qu'ils puissent s'impliquer directement dans les écoles parce que ça ne passera pas par les gouvernements, ça ne passera pas par les institutions. Là. Ouais. Si on veut des changements en profondeur, il faut que les parents ils prennent conscience qu'il y a des programmes qui sont malveillants en ce moment, qui sont mis en place dans nos écoles pour justement banaliser la pédocriminalité et faire accepter comme étant un droit à l'enfant à aimer un adulte ou l'adulte à aimer un enfant. Ouais. C'est quand même grave. Ouais. Puis on l'a vu, là, quand ça devient accepté socialement, bien là, les lois, ils changent. Puis là, bien, on est fait, là. Oui, effectivement. Écoute, est-ce que selon toi, il existerait un lien avec le retrait de la primauté parentale et l'arrivée de ce cours diabolique dans les écoles primaires et secondaires du Québec? Oui, tout à fait. Tout à fait. La primauté parentale, ben, j'ai mis mon chandail aujourd'hui. Oui, je l'ai sorti des boulamites. Écoute, la primauté parentale, elle a été retirée au Québec. Peu de gens le savent. Ouais. Mais ça fait en sorte que le gouvernement a le dernier mot à dire sur l'autorité parentale. Là. C'est incroyable. Fait que à chaque fois... Nos enfants sont vraiment rendus les enfants de l'État. Exactement. Puis ça, c'est dramatique. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois que l'État a pris le pouvoir des parents sur l'enfant, il y a eu des drames. Avec le peuple autochtone, avec Duplessis, avec, tu sais, la DPJ, c'est la même chose, là. On recommence les mêmes erreurs encore et encore. C'est quand qu'on va se réveiller? C'est quand qu'on va dire c'est assez? Ça suffit, là. Avant d'arriver à ma dernière question, juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses, étant donné que tu as fait partie de la DPJ, que la DPJ avait une responsabilité à ton égard à te sensibiliser sur le trafic d'enfants, le trafic sexuel d'enfants, et avait une responsabilité par rapport à tout ce que tu as vécu dans ta jeunesse quand on t'a exposé à aller danser à 13 ans dans des bars, puis par rapport à l'intervenant, justement. Est-ce qu'ils avaient, selon toi, une responsabilité, étant donné que tu étais sous leur tutelle à ce moment-là? Bien, oui, tout à fait. Il y avait une responsabilité et je trouve ça scandaleux que j'ai pas été... moi, on a fait comme si de rien n'était. Hein? Puis moi, j'ai la preuve là, qu'il était au courant, là. Parce que je me suis fait prendre dans un bar alors que j'étais mineure à cette époque-là et ils m'ont retournée au centre jeunesse. Là. Fait que j'ai la preuve que le centre jeunesse était au courant que j'étais dans un trafic, là. Un trafic d'enfants, là. Wow. Fait que il aurait dû mettre des mesures en place. Premièrement, le bar aurait dû être fermé. Vous venez d'attraper une mineure dans votre bar, puis ça continue encore, il n'y a pas de conséquences. Il aurait dû avoir des accusations criminelles de ceux qui me vendaient. Il n'y a pas eu d'accusation à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas été conscientisée. On m'a enfermé des 30 jours consécutifs. C'est de la torture, là. Enfermer un enfant qui vit une grande détresse psychologique comme ça, de ne pas avoir les soins, de ne pas avoir... Je ne dis pas qu'ils étaient malveillants, les intervenants, là. Du moins pas toutes, là. Je dis qu'il y a des gens qui sont vraiment bienveillants, bien intentionnés, mais je parle des protocoles de soins, des protocoles d'intervention. Il faut se poser la question, là. Oui, effectivement. Si on revient maintenant au programme d'éducation à la sexualité poussé par l'OMS puis enseigné dans nos écoles, à quoi ce programme-là risque d'ouvrir la porte chez nos jeunes?
ben, risque d'ouvrir la porte, c'est l'hypersexualisation. Moi, je pense qu'on ne devrait pas éduquer. Tu sais, là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui doit éduquer à la sexualité, là. Moi, je suis pas d'accord, là. On doit éduquer au consentement et on doit éduquer aux droits fondamentaux. Mais là, c'est plus ça, là. C'est rendu que le concierge, il peut éduquer à la sexualité, là. C'est complètement tordu. Effectivement. Mais le drame dans tout ça, c'est que les parents ne sont pas informés. Ouais, Donc, on garde les parents à l'écart. On garde les parents à l'écart, on tasse les parents. C'est les parents qui ont le pouvoir de changer les choses, là, concrètement, dans les écoles. Il y a des gens qui demandent est-ce qu'on peut acheter le chandail. Ah non, mais j'en ai plus. Mais... OK. Il se fait plus. Mais vous devriez peut-être penser à leur mettre parce que je pense qu'il y aurait peut-être plusieurs parents qui en achèteraient et qui supporteraient justement cette cause-là. Merci. Mylène, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour ta générosité. C'est toujours un plaisir. Merci pour ton passage aussi à cette conférence-là. Je suis convaincu que ça a aidé plusieurs personnes qui ont peut-être passé par le même chemin que tu as passé. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Et c'est extraordinaire. Quand on regarde ce qui se passe au Québec, au Canada, si on ne sort pas des 4 murs de chez nous, si on ne sort pas peut-être des 4 murs de notre Église, on n'est pas conscient de ce qui se passe, puis on pense que tout le monde va bien, puis que notre monde va bien, puis on vit dans ce leurre-là, dans ce mirage-là, alors qu'il se passe des choses qui sont assez malveillantes. Et nous sommes appelés, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à briller. Et je ne veux pas revenir sur je le dis souvent, mais quand la parole de Dieu nous dit que votre lumière luise, le mot lumière, c'est phos. Phos, c'est vérité morale et spirituelle. Le mot moral, c'est la science du bien et du mal. En fait, le verset est en train de nous dire que vous êtes la science du bien et du mal, vous êtes la référence du bien et du mal, vous êtes vraiment cette science du bien et du mal, vous êtes cette vérité morale et spirituelle. Et je crois que nous avons un mandat de sortir des 4 murs de l'Église et aller briller à l'extérieur. Et quand j'entends qu'il y a du trafic sexuel d'enfants qui prend place ici et que c'est vraiment réel et qu'il y a des complices comme la DPJ et d'autres organes peut-être gouvernementaux qui sont impliqués là-dedans, écoutez, là, à un moment donné, il faut briller. Et à un moment donné, il faut sortir de nos 4 murs, arrêter de chanter Kumbaya le dimanche matin entre nous, puis aller briller, puis sortir sur le terrain, puis aller parler de la solution pour l'humanité qui réside en Jésus-Christ. Je pense qu'il est temps que l'Église puisse se réveiller, avoir cette prise de conscience-là, que si on veut briller, il faut briller à l'extérieur et non pas entre nos 4 murs.